Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec la délicieuse Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Lilou. Ça va aujourd'hui, nous sommes là réunis pour parler de ton dernier roman, mais tu es aussi, bien sûr, et beaucoup d'entre nous, on a vu les enquêtes extraordinaires, tu es réalisatrice, ton mari Stéphane Alix qui a été le fondateur de l'INRES, de l'Inexploré, mais toi-même tu es journaliste, réalisatrice, écrivaine. Un roman qui a connu énormément de succès, qui est maintenant en livre de poche, c'est Le Testament des abeilles. Tu es passionné par des sujets qui sont très importants, que tu abordes dans tes livres de manière un peu fantastique, mais il y a du vrai. On sent le vécu là, quand même. Et dans le dernier encore plus, on va aborder le sujet de la communication avec les morts, de l'autisme, qui est un sujet qui était très important, qui est très, très important pour toi. Et je comprends, pour avoir parcouru comme ça le monde entier sur ce sujet-là, il y a vraiment quelque chose qui passe à travers ces êtres. Donc je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi. Alors, d'où vient cette dernière folie, si je peux dire? Ouais, tu as dit beaucoup de choses, effectivement. Alors, j'ai fait effectivement 15 ans de films, de documentaires. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je me suis mise au roman et au roman policier en particulier. Et c'est un mode d'expression qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi, après avoir été journaliste, après avoir été donc documentariste, finalement, je me rends compte que la fiction est le meilleur moyen pour faire passer des messages. Donc des messages qui me tiennent à cœur, qu'on développe effectivement avec l'INRES et Inexploré, puisque je suis journaliste aussi pour le magazine. Donc des choses qui ne sont pas effectivement encore expliquées par la science. Mais mon grand-père était un guérisseur et donc j'ai appris à faire en sorte d'accepter ce qui n'est pas expliqué par la science, accepter l'invisible. Et c'est partie prenante de mes romans. Et effectivement, mon travail de journaliste, il y a des thèmes, tu l'as dit, l'autisme, il y a effectivement la vie après la mort, mais aussi la protection de l'environnement. Ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et ils servent pour moi à l'intrigue. C'est pas ni didactique, c'est vraiment l'enquêteur va s'appuyer sur des informations que je vais donner pour essayer de dénouer l'intrigue, puisqu'il y a toujours un meurtre, c'est un roman policier. Donc voilà. Comment on construit une telle intrigue? Parce que j'ai cru comprendre que tu adores lire et que tu as lu énormément de polars. Et à chaque fois, tu détectes un petit peu la fin. Donc là, t'as compliqué les choses. Et c'est Stéphane qui t'a dit, non mais attends, il est peut-être temps de t'y mettre aussi et de créer un truc un peu plus complexe pour pas qu'on arrive à trouver le dénouement. Oui, c'est ça. Et on était en train de regarder un film et puis j'ai la fâcheuse habitude de dire au bout d'un quart d'heure la fausse piste, qui est-ce qui a tué, etc. Et un jour, il m'a dit écoute, j'en ai marre, maintenant tu t'y mets, tu nous montres ce que tu sais faire, tu fais une intrigue bien ficelée. Et j'avoue que sans lui, j'aurais peut-être pas eu l'idée. C'est incroyable. Donc j'écrivais des documents chez Robert Laffont avant, mais c'est comme ça que je me suis mis au roman. Et voilà, pour moi c'est important. Et d'ailleurs, comme je suis très attachée à ce qui est réel, j'ai tenu à avoir mes entrées à la crime, à la police judiciaire. Et d'ailleurs, L'arme du crime du voile des apparences, c'est un truc, je sais que tu es en train de le finir, donc je dis rien, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. J'étais en brigade criminelle et il y avait un commandant qui passe devant moi et qui me dit tiens, le patron d'une très très grosse entreprise a été tué comme ça. Je dis mais on peut pas tuer de cette manière. Et il me dit si, il a tué de cette manière et probablement qu'il a tué ses parents de cette façon-là. C'est une enquête qui est en cours. Alors, c'est pas celle que je reproduis dans mon livre, mais j'utilise exactement l'arme du crime. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on en a tous chez soi. Absolument tous. Tu en as peut-être même dans ton sac à main. Et je sais que tu vas partir en voyage. Tu vas certainement en partir avec. J'ai déjà des sueurs froides. C'est dingue, cette histoire. Donc, c'est fou. Donc, c'est une arme de crime hallucinante. Et pour moi, c'est important à chaque fois d'avoir des armes de crime qui soient réelles, même s'il y a une partie ésotérique dans les bouquins, même si on aborde des sujets, la vie après la mort, etc., mais d'avoir des armes de crime qui soient vraiment réelles, hallucinantes. Parlons de la partie réelle, parce que tu as travaillé énormément avec les polices judiciaires. Et est-ce que ça se passe, enfin, est-ce qu'ils sont intéressés et ouverts par ce genre de sujet où ils travaillent des fois avec des médiums ou ils ont des histoires un petit peu extraordinaires parce que eux aussi rencontrent des obstacles. C'est un métier qui est pas évident et qui doit changer, qui est en train d'évoluer.
Alors, aux États-Unis, ils sont complètement ouverts à ça. Ils utilisent des médiums. Vraiment, il n'y a aucune barrière. En France, pas du tout. En France, il faut absolument que l'expert fasse, comment dire, et justement une expertise face aux tribunaux. Donc, un médium ne rentre pas. Ils sont parfois sollicités, même assez souvent. On leur dit tiens, par rapport à telle disparition, il y a des médiums qui. Bon, alors ils écoutent de temps en temps, ça peut, mais ça rentre jamais dans les procédures. Par contre, comment dire, c'est vrai que encore une fois, j'ai des grades, je suis vraiment ancrée dans le réel, et je sais que pour le Testament des abeilles, j'ai eu 3 pages dans le magazine de la police parce qu'ils étaient super fiers, super heureux, me dit enfin il y a plus comment dire d'inspecteurs, le grade n'existe plus depuis 15 ans, il y a qu'à la télé qu'il y en a encore plein, mais donc voilà. Là, il est major, hein. Voilà, il est major et c'est les vrais. 20 ans d'expérience. Voilà, et puis il y a un brigadier chef, il y a des gens qui voilà, comme ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent vraiment. Donc en fait, la police s'y retrouve, la police judiciaire s'y retrouve, ils sont heureux. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est une affaire de personnes. Moi, je connais il est major aussi en brigade criminelle et il est médium, lui. Et il m'a raconté des histoires hallucinantes où une fois il était je dirais pas son nom parce que sinon il me gronderait, mais il venait de trouver une femme qui était morte et puis une vieille dame, et ils se disent elle est morte de mort naturelle, et tout d'un coup il a vu sur la chaise vide cette dame qui lui disait « Non, c'est mon voisin d'en dessous qui m'a tué pour mon argent. » C'est super pratique. Là, c'est du concret. Là, quand on a ce genre de don. C'est une seule fois. Ça lui est arrivé qu'une seule fois. Et il est arrivé. Comment s'est passé ? En fait, il a vu la femme alors qu'elle avait été emmenée par les pompiers déjà. Donc, il l'avait pas vue en vrai. Et c'est en regardant sa photo d'identité après être venu à son bureau, qui s'est dit c'est exactement la même. Et ils ont cherché, alors ça sert pas de preuve, mais ils ont cherché à corréler, et donc ils ont réussi à résoudre l'affaire parce qu'il a eu cette information, mais elle s'est manifestée face à lui. Et le voile des apparences, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire que c'est une femme qui décède, tout a l'air d'être, c'est une mort naturelle, a priori, mais c'est trop simple. Et puis finalement, les enquêteurs vont se rendre compte que il y a un témoin, un jeune homme atteint d'autisme, qui n'écrit pas, qui ne s'exprime pas, mais qui pratique donc l'écriture automatique malgré lui. Non verbal alors. Non verbal, voilà, et qui malgré lui capte par le biais de l'écriture automatique des messages de la dame qui est décédée au début. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est les parents qui instrumentalisent le gamin ou pas? Il va falloir se pencher sur cette affaire-là pour essayer de résoudre l'autre. Voilà. Et comment ils vont faire confiance à cette information-là? Comment ils vont petit à petit... il va lui-même recevoir de l'info, je suppose, ou quelque chose comme ça? Mon héros, Johan Clivel, lui, il est très cartésien. Tout ça, il y croit pas. Oui. Donc c'est pour ça que d'ailleurs mes romans s'adressent à la fois à ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Mais lui, il veut du tangible, il veut du vrai, et il va essayer de décrypter cette histoire-là, parce qu'il y a quand même des informations. Elle dit qu'elle a été assassinée par une de ses filles. Le problème, c'est qu'elles sont jumelles. Elles ont le même ADN. Moi, je suis jumelle, alors c'est un domaine que je connais bien. On a le même ADN. Pas les mêmes empreintes digitales, mais quand on est vrais jumeaux, on a le même ADN. Ça complique un peu l'affaire. Extraordinaire. Et c'est pas pour autant qu'elles deviennent les mêmes femmes après, hein? Non, tout à fait. Complètement différentes. Absolument, tout à fait. Ouais. Alors, le voile des apparences, est-ce que c'est lié à ce voile que j'entends énormément parler dans les interviews, cette illusion, ce côté, plus on enlève ce voile, plus on voit clairement sur la nature de la réalité? Est-ce que ça a à voir avec ça? Ouais, bah écoute, tu as de bonnes intuitions, effectivement. C'est pour exprimer que très souvent, on croit connaître des secrets de famille. On se fait une interprétation de certaines choses parce qu'on imagine, on interprète. Et puis au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça, et que si on parlait,
si on communiquait, si on allait au bout des secrets, eh bien finalement, on se rendrait compte que on se fait beaucoup de mal tout seul. Et moi, j'ai vraiment voulu, parce que c'est pas qu'un roman policier, ce qui est important, pratiquement plus important pour moi, c'est au-delà de l'arme du crime original, au-delà de l'intrigue, c'est le fait que mon héros, chaque intrigue, chaque enquête lui permet d'avancer sur sa propre vie. Et donc, dans le Testament des abeilles, il se rend compte finalement qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Dans le voile des apparences, il enlève le voile de ce qu'il croyait et il croit découvrir la réalité. Et puis dans le prochain, qui sortira en 2016, là carrément, il coupe le lien de souffrance avec sa famille, parce que je crois que dans notre vie, on a tous, parfois des épreuves, et que parfois ces épreuves sont reliées à des choses du passé, mais elles sont parfois reliées à des choses qu'on ne sait même pas de nous, de nos parents, de nos grands-parents, ou même de vie antérieure, si on y croit. Et encore peut-être moins de sa sœur jumelle. Absolument. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est vrai qu'on vit cette réalité et on a des gens dans notre réalité qui on n'est absolument pas du tout au courant de leur vraie vie, de leurs vraies intentions, de ce qu'ils pensent, pourquoi ils font ça. On s'intéresse plus, on a l'impression déjà de les connaître et on vit une vie qui est finalement très loin de ce que ça pourrait être, de la richesse de ce que ça pourrait être. Mais complètement. Et d'où l'importance pour essayer d'avancer sur ses propres défis, puisque moi je pense que la vie est une série de défis majeurs et que quand il arrive un problème, moi systématiquement je me pose la question: qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers bienveillant a bien voulu me faire comprendre? Bienveillant, c'est là toute la différence. Voilà, tout à fait. Et je me dis, et si ce qui se passait était un cadeau? Ça permet de ne pas être victime, de se dire j'ai quelque chose à comprendre et de voir à partir d'une situation hyper négative quelque chose de super positif. Et là, je pense que dans un très grand nombre de situations, il faut couper des liens de souffrance avec lesquels on est parfois attaché. Parce que c'est agréable, c'est pas agréable, mais être victime, parfois, ça permet de se soulager, de dire c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est rassurant, quelque part, de se dire c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais on a, une responsabilité, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qu'on doit comprendre de cette vie. Et le voile des apparences, c'est aussi permettre au lecteur de se dire attention, il y a des choses que l'on croit immuables et comme des vérités, mais c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être pas ça. Et cette quête-là d'aller toujours au-delà des apparences. Moi, je dis beaucoup aux jeunes, attention de pas trop critiquer, parce que on sait pas ce que la personne a vécu avant. Peut-être qu'il y a des drames derrière dans sa vie, peut-être que et on peut pas se permettre de juger les gens comme ça sans s'imaginer que peut-être qu'elle vit un drame absolu et que ça peut expliquer beaucoup de choses. Voilà. Donc il y a cette notion à la fois de pardon et à la fois cette notion de comprendre un peu mieux qui est la personne, parce qu'elle va vous renvoyer en miroir qui vous êtes. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse à l'autisme, parce que pour moi l'autisme c'est un miroir grossissant de ce que nous sommes. Ils ne savent pas communiquer. Ou du moins pas communiquer comme on communique, parce que pour avoir fait des magnifiques interviews à Sedona avec des autistes non-verbales, une autiste non-verbale, il y a c'est presque des maîtres. Il y a cette énergie qui est dingue, il y a cette connexion qui est flagrante au-delà des mots, et on le sent dans son corps, ça surprend même. Et on sent qu'il y a un enseignement là quand même. Apparemment, certains disent que, je sais pas si c'est ton avis, il y a vraiment quelque chose, des guérisseurs un peu incarnés, des maîtres, des personnes qui ont énormément à transmettre bien au-delà de ce qu'on pourrait penser à première vue, justement. Il y en a même une fois qui m'a dit, par le biais de l'écriture automatique, comme Sam dans mon livre, c'était assez incroyable d'ailleurs, j'ai inventé un autiste médium et une semaine après avoir écrit le livre, il y a une maman qui m'a contacté en disant mon fils est atteint d'autisme et il est médium. Et cette maman m'a expliqué que son fils lui avait dit: je me suis incarné dans cette vie-là pour vous faire avancer.
Incroyable. Donc ça rejoint ce que tu dis. Et en tout cas, c'est vrai que l'autisme a autant de formes que de comment dire, que de gens atteints d'autisme. C'est totalement, il y en a pas un pareil. Mais moi, ils m'ont beaucoup appris sur moi-même parce que comme ils n'ont pas d'intuition sociale, moi j'ai fait un film en fait sur l'autisme, Autisme et l'espoir, et il avait très bien marché d'ailleurs, oui, sur France 5. Tout à fait, voilà. Une fois, on m'a dit, quand tu souris, eux, ils peuvent se dire pourquoi elles montent les dents. Quand tu pleures, ils se disent, il y a de l'eau qui coule de ses yeux. Pas tous. Un portefeuille, pourquoi il n'y a pas de feuille dedans? Ouais. Voilà. Donc, ils sont pas outillés. Et très souvent, tu sais, on entend toujours parler des cas d'autisme qui s'automutilent, qui se tapent la tête contre les murs, etc. Bon, mais la plupart du temps, ce sont des problèmes de communication. C'est-à-dire que ils ont une soif, ils savent pas l'exprimer, ils vont faire comme ça. On m'a raconté une histoire hallucinante d'un garçon qui, chaque fois qu'il arrivait dans un institut, un hôpital de jour, se tapait la tête contre les murs, et de toutes ses forces. Donc on a dit, il est en train de s'automutiler, il peut être dangereux pour lui-même, pour autrui. On l'a mis sous camisole chimique, neuroleptique. Bon. Et puis ça a continué, donc il est devenu plus ou moins un légume, etc. Et jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il y avait des termites dans le toit, qu'en fait il les entendait. Le toit s'est écroulé. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts ni rien du tout, mais le gamin a cessé de se taper la tête contre les murs. Il avait une audition exceptionnelle. Certains ont une vue exceptionnelle, une mémoire exceptionnelle. Cette hypersensibilité peut être utilisée pour autre chose, si on arrivait à communiquer avec eux, avec quelque chose une fois de plus, un autre aspect qu'on ne connaît très mal. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis amusée à créer un jeune homme atteint d'autisme qui était en même temps, qui avait une hypersensibilité, un contact avec l'au-delà. Et puis, ça existe. Ça existe. C'est ça qui est incroyable. Alors, un petit mot de la fin ou un petit mot parce qu'on aurait pu parler aussi des médiums, mais j'ai eu cette conversation avec Stéphane Alix par rapport à son livre Le Test, qui est un très très bon livre aussi, d'un style complètement différent, mais qui rejoint aussi. Donc là, l'enquête est résolue par justement l'au-delà ou grâce à l'au-delà? Alors, non, on reste sur quelque chose de vraiment très cartésien. Par contre, effectivement, Johan Clevel, mon héros, il s'ouvre petit à petit. Au départ, c'est quelque chose qui l'intéresse pas du tout. Et puis, il y a cet enfant, Nathan, qui est un peu spécial, qui a des dons, qui a des pouvoirs, qui est le fils de sa compagne, qui ressemble beaucoup à ce qu'il était quand il était jeune. Et ils ont tous les deux une passion pour les insectes et les araignées. Et le gamin, il est médium. Et donc, petit à petit, il va s'ouvrir à ces choses-là. Mais ça reste, quelque chose qui est... avec une vraie arme du crime, avec une vraie intrigue, et puis. Mais je me suis appuyée sur quelque chose qui est assez fou, qui est l'histoire de Teresita Bassa aux États-Unis, un vrai cas, ou d'une femme, je ne sais pas si tu connais, une infirmière qui aux États-Unis est assassinée. Elle écrit sur juste avant de mourir, AS, qui sont les initiales de son meurtrier. Bon. Et une autre Philippine, une autre infirmière, donc c'est à Chicago, quelques mois après, se réveille pendant la nuit et elle prend la voix carrément de Teresita Bassa, cette femme qui a été tuée, et elle dit « Je sais qui est mon meurtrier ». Et la chance qu'elle a, c'est que son mari dort à côté d'elle, mais il est médecin. Donc on le croit. Et le médecin va aller voir les flics et va leur dire « Ma femme s'est fait incorporer par le fantôme de Teresita Bassa et elle a donné le nom de son meurtrier. Et c'est Alan Showery. » Et là, les policiers se rendent compte que AS, Alan Showery, ça coïncide. Sauf qu'ils n'ont pas de preuves. Donc ils trouvent ça intéressant, mais ils n'ont pas de preuves. Et donc l'incorporation de la fantôme va continuer à venir et elle va dire « Il m'a piqué mes bijoux et il a donné une bague qu'elle décrit à sa fiancée. » Les policiers vont aller voir la fiancée, vont trouver la bague, et il va être accusé et on va lui donner, je crois, 14 ans de prison. Donc c'est le premier cas d'une personne qui a été enfermée 14 ans en prison grâce à un fantôme. C'est une histoire réelle. J'ai trouvé ça tellement incroyable que je suis partie sur cette base-là pour écrire
Voilà, la question c'était de se demander finalement, est-ce que l'au-delà peut intervenir voilà, pour résoudre une enquête. Voilà, je laisse les lecteurs deviner. Parce que si j'étais dans la police judiciaire, moi je m'ouvrirais à ça et avoir 2-3 petits indices, ça peut quand même servir pour monter en grade, non, ou je sais pas, pour commencer à résoudre certaines énigmes. Mais en tout cas, merci beaucoup Natacha, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview et puis je te souhaite plein de belles choses pour les futurs projets. Tu peux en annoncer certains déjà ou pas? Je vais annoncer pour l'instant le 3e, donc Les Racines du sang, qui sortira en 2016. Les Racines du sang. Voilà. Ouh là 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 là, ça me traverse. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, délicieux co-créateurs. On vous embrasse très fort et on vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On vous embrasse très fort. Merci Natacha. Merci.